Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. 3 hommes d'influence abusent de leur pouvoir. Ils se croyaient au-dessus des lois. Ils étaient d'une cupidité sans borne et voulaient des choses que les gens ne devraient pas avoir. Pour bâtir un empire, Ils transportaient de la cocaïne et de la marijuana par avion entier. qu'ils vont voir s'effondrer. À la fin, ils se détestaient. Dans l'histoire de Lexington, il n'y a jamais eu une affaire avec autant de drames, de tragédies et de machinations. Des policiers véreux, de la cocaïne et des conspirations. Voilà ce que vous réserve ce numéro de Crime en haute société. Septembre 1985, Knoxville, dans le Tennessee. Tôt dans la matinée, un homme âgé sort de sa maison et découvre dans son allée le corps brisé d'un parachutiste. Sur le ventre, il a un gros sac de pactage attaché. Son parachute ne s'est pas ouvert. Rien n'indiquait qu'il avait tiré sur la corde pour l'ouvrir. Quand la police arrive, elle découvre dans le sac près de 35 kilos de cocaïne pour un montant d'une valeur de 15 millions de dollars. À une centaine de kilomètres de là, dans la forêt nationale de Nantahala, en Caroline du Nord, des gardes forestiers trouvent un avion qui s'est écrasé sur le flanc d'une montagne. Il n'y a personne à bord, mais les sacs de cocaïne largués au sol retracent l'itinéraire emprunté par l'avion. Il est parti de Géorgie, a dévié par le Tennessee avant de s'écraser en Caroline du Nord. Le corps est identifié. L'homme ne correspond pas au profil classique d'un narcotrafiquant. Il s'agit d'Andrew Thornton, un ancien policier de Lexington dans le Kentucky et fils d'éleveurs fortunés de chevaux. C'est un choc, mais qui n'est que la partie visible de l'iceberg. Andrew Thornton est au centre d'un réseau de corruption depuis 15 ans. Voici l'histoire violente de 3 vieux amis du Kentucky qui ont soif de pouvoir, de richesse et qui vont semer le chaos derrière eux. Andrew Thornton voit le jour en 1944 dans le Kentucky. Il grandit dans les hautes couches de la société. Ses parents possèdent un haras dans les environs de Lexington. C'était l'un des meilleurs haras. Il a joué un grand rôle dans l'élevage de chevaux. Je dirais qu'ils y ont investi beaucoup d'argent. Il était issu d'une famille privilégiée et il était du genre casse-cou. À l'âge de 14 ans, Andrew Thornton est envoyé à l'académie militaire de Sewanee dans le Tennessee, une école privée chargée de transformer des garçons de bonne famille en jeunes hommes sérieux. Il a fait la connaissance de Bradley Bryant, un autre adolescent issu d'une famille notable de Lexington. C'est le petit-fils d'un ancien maire et il a connu une enfance privilégiée. Mais à l'adolescence, la fortune de sa famille a été dilapidée. Les deux deviennent rapidement amis. Ils étaient comme des frères. Ils avaient une relation très profonde et fusionnelle. Les avis divergeaient quand il fallait désigner lequel des deux était le leader. Certains disaient que c'était Bradley le chef. D'autres disaient non, pas du tout. C'est Andrew. Après leur scolarité à Sewanee, tous deux choisissent la voie militaire. Andrew Thornton aime le danger et trouve sa place en tant que parachutiste dans l'armée. Il est blessé en République dominicaine où les troupes américaines sont envoyées pour mettre fin à un soulèvement. On lui décerne une médaille militaire et en 1965, il retourne à Lexington.
Bradley Bryant s'engage dans les marines mais ne participe à aucune bataille au cours de sa période de service. De retour à Lexington, leur amitié repart de plus belle. Les deux hommes, âgés d'environ 25 ans, se sont mariés récemment et tous deux sont pleins d'ambition. Andrew Thornton travaille au haras familial, mais cette vie est trop calme pour lui. Dans son temps libre, il s'adonne au parachutisme et il passe son brevet de pilote d'avion. Mais un besoin de changement se fait de plus en plus sentir. Sa vie lui semblait ennuyeuse comparée à son expérience de l'armée et de la guerre. À son retour, il aurait voulu qu'il y ait la guerre dans son pays. En 1968, il intègre la police de Lexington alors que celle-ci commence à faire face aux problèmes de drogue nés avec l'émergence d'une culture jeune. Si vous entriez dans la police et que vous vouliez de l'action et des sensations, c'était la brigade antidrogue qu'il fallait intégrer. Andrew Thornton est l'un des premiers policiers à se porter volontaire. Cette unité spéciale satisfait son besoin de sensations et de pouvoir. Très vite, il rencontre d'autres jeunes recrues avec le même état d'esprit que lui. Parmi elles, Henry Vance, un autre descendant d'une des familles les plus anciennes et les plus respectables de Lexington. D'honnêtes gens, travailleurs, pieux et pratiquants, avec l'esprit civique. C'étaient des citoyens parfaits, le genre de personnes que vous voulez dans votre ville. Henry Vance était un élève moyen, mais il se démarquait par son charme, son charisme et ses origines familiales. À Lexington, ce sont des atouts importants. Après l'université, il a fait du droit, mais a abandonné au bout d'un an. En 1969, c'est un homme marié qui a besoin d'un travail. Son père, qui a des relations, vient alors à sa rescousse. Son père a demandé à un ami de donner à Henry un travail. Voilà comment il est arrivé au bureau du shérif. Il se retrouve rapidement dans la nouvelle unité d'agents infiltrés, aux côtés d'Andrew Thornton. Le courant passe tout de suite entre eux. Henry avait à peu près le même caractère qu'Andrew, même si ce dernier était plus viril. C'était une relation assez étrange. C'est dans cette unité spéciale que tout a commencé. Ces deux jeunes hommes de bonne famille vont être formés à la lutte contre le trafic de drogue. Mais il ne faut pas longtemps avant que ces représentants de l'ordre décident de passer de l'autre côté de la loi pour satisfaire leurs besoins de pouvoir et d'aventure. En 1970, Andrew Thornton et Henry Vance sont des bleus dans la police. Ces jeunes hommes, nés dans des riches familles de Lexington, font partie de la première unité de lutte antidrogue de la ville. Le charisme de Henry Vance fait de lui le porte-parole tout trouvé de l'unité, tandis qu'Andrew Thornton s'infiltre dans le milieu des trafiquants. Il organise des deals et recueille des informations. Leur mission est simple, chasser la drogue de Lexington. Pour cette mission, ils ont le champ libre. La mentalité de la police à la fin des années 60 et pendant les années 70 était grandement influencée par le cinéma et la télé. On privilégiait la répression plutôt que la prévention pour lutter contre les problèmes de criminalité. La répression implique de l'action et les policiers sont des gens qui adorent l'action. La brigade antidrogue commence à enchaîner les arrestations. C'était les prémices de la lutte contre la drogue. Et il n'y avait pas beaucoup de règles. Les autorités ne savaient pas forcément comment s'y prendre. Les policiers étaient très peu surveillés. Andrew Thornton se forge rapidement une certaine réputation. C'était un policier brutal. Je crois qu'il aimait l'idée de pouvoir cogner des têtes. Ils n'étaient pas juste violents, c'était aussi des policiers voyous. Une fois qu'ils ont vu qu'ils s'en tiraient avec leur dérapage, ils ont commencé à faire de plus en plus d'entorses à la loi. Si vous relisez certains documents de l'époque, vous pouvez sentir que certaines personnes les soupçonnaient de placer de la drogue sur des gens pour les arrêter. Mais ce n'est pas tout. Andrew Thornton viole son devoir de protection de la population
en devenant lui-même un trafiquant de drogue. Andrew Thornton confisquait la marijuana aux personnes arrêtées. Puis, il la volait dans le casier de pièces à conviction pour la revendre. Andrew Thornton ne fait pas ça pour l'argent, il en a plein. Mais il aime l'excitation que lui procure le fait de commettre un délit et de s'en tirer. Il se pensait imbattable. Il se prenait pour le plus malin, le plus courageux. Ces gens vivaient leur vie en se croyant au-dessus de tout. Pour eux, la fin justifiait les moyens. Ils feraient absolument tout ce qu'ils voudraient, quand ils le voudraient et comme ils le voudraient. Et ils ne toléreraient pas que quelqu'un se mette en travers de leur chemin. Henry Vance, le collègue d'Andrew Thornton, effectue aussi quelques reventes illégales. Mais il n'est pas aussi malin que ce dernier. En imitant la signature du shérif sur un bon de commande pour 25 revolvers, il se fait prendre. Il est renvoyé en mai 1973. Non seulement il se fait prendre pour avoir imité la signature de son supérieur, mais en plus il ment. Cela aurait mis fin à la carrière de n'importe quelle personne, mais celle de Henry Vance n'en est qu'à peine affectée. Jouant de ses relations, il trouve un poste au Capitole du Kentucky un an plus tard. Cela ne fait aucun doute que grâce à sa famille et à des connaissances haut placées, il a bénéficié d'un traitement de faveur. Pendant que Henry Vance et Andrew Thornton abusaient de leur pouvoir et de la confiance des citoyens de Lexington, Bradley Bryant, l'ancien camarade d'Andrew, était parti à l'Est pour faire fortune. Bradley Bryant est entré en relation avec un homme d'affaires de Philadelphie, un multimillionnaire. C'est comme ça qu'il a été amené à côtoyer la très haute société. Bradley Bryant habite dans une banlieue chic de Philadelphie. Il mène une vie encore plus luxueuse et opulente que celle qu'il a connue dans le passé. Avec sa femme, il se rend souvent à Las Vegas, où son beau-frère est une star des casinos. Il passe de plus en plus de temps dans la ville du péché, au milieu des flambeurs et des gangsters. C'est la vie fastueuse dont il rêvait. C'est là que Bradley Bryant s'est fait des contacts avec des gens capables d'importer de grandes quantités de toutes les drogues possibles. Marijuana, cocaïne, héroïne. Chacun de leur côté, ils entrevoient une possibilité dans l'univers du trafic de drogue. Andrew, en bout de chaîne à Lexington, du côté de la distribution, et Bradley en fournisseur potentiel à Las Vegas. Les deux ont soif. Bradley d'argent et Andrew de risque et d'aventure. Le trafic de drogue leur offre tout cela. En 1975, les deux hommes unissent leurs forces. Ils fondent Executive Protection, une société de sécurité privée. Officiellement, c'est une compagnie en règle qui fournit des gardes du corps aux amis de Bradley Bryant à Las Vegas. L'entreprise avait pas mal de clients. Ils avaient des contacts et des contrats qui ont vite rapporté de l'argent. Mais officieusement, Executive Protection est une société écran qui leur sert à acquérir des armes pour leur trafic. Ils ont commencé à transporter à très grande échelle de la cocaïne et de la marijuana par avion et camion entier. En utilisant leur société comme couverture, Bradley Bryant et Andrew Thornton commencent à mettre en place une vaste opération de trafic de drogue et d'armes qui finira par s'étendre sur 2 continents. Les tonnes de marijuana et de cocaïne importées leur rapporteront des millions de dollars. Et avec l'aide d'amis haut placés, il faudra des années avant que quiconque à Lexington ne découvre le poteau rose. En 1975, Andrew Thornton et Bradley Bryant créent la plus vaste opération de trafic de drogue dans l'histoire du Kentucky. Henry Vance, l'ancien compère d'Andrew à la brigade antidrogue, occupe maintenant un haut poste au Capitole du Kentucky. Andrew Thornton surnomme le trio la compagnie. Bradley est l'homme d'affaires.
Il connaissait des gens fortunés, du monde à Vegas, des politiques. Andrew est chargé du transport et de la logistique. Il trouvait des avions, des pistes d'atterrissage pour qu'ils aient un endroit sûr au Kentucky où décharger leur cargaison. Henry Vance est au Capitole du Kentucky où il aurait vent de toute enquête éventuelle. En raison de leur passé, Andrew et Henry avaient beaucoup d'amis, non seulement à la police de Lexington, mais aussi dans d'autres administrations fédérales, et en particulier à la DEA. Leur méthode est simple. Bradley loue de petits avions par l'intermédiaire de leur société écran. Andrew atterrit en pleine nuit dans des endroits reculés du Kentucky pour rencontrer son contact. Il charge ensuite son avion avec des sacs de marijuana et retourne à l'aéroport de Lexington où la drogue est distribuée aux revendeurs. Quand l'avion atterrissait, il y avait des gens pour l'accueillir et décharger l'avion. Ils chargeaient ensuite leur camion avec la marchandise pour la transporter ailleurs. Ils avaient des mécaniciens à disposition pour la maintenance des avions. Ils pouvaient le faire sans être repérés. Aucune procédure n'était prévue pour que les employés de l'aéroport signalent à la police des atterrissages suspects. En 2 ans, la compagnie devient une entreprise de contrebande à part entière, enregistrant un bénéfice annuel de plusieurs centaines de milliers de dollars grâce à la revente de marijuana. Rappelez-vous, Andrew Thornton est flic à Lexington. Il sait comment exploiter les failles de la police sans se faire remarquer. Son seul problème, c'est qu'il ne sait pas quand s'arrêter. Il avait besoin de faire les choses en grand, d'être celui qui était au courant de tout. Il aimait les secrets. Il était aussi motivé par l'argent et le pouvoir. Et le trafic de drogue peut procurer tout ça. En janvier 1977, Andrew Thornton démissionne de la police. Sa transformation de représentant de l'ordre en narcotrafiquant est maintenant achevée. Il maintient des liens étroits avec Henry Vance, devenu assistant administratif du gouverneur du Kentucky, Julian Carroll. Henry savoure le pouvoir lié à sa fonction. C'était quelqu'un de méchant et de froid. Arrogant serait le meilleur terme pour le décrire. Et pourtant, il travaillait pour le gouverneur, le président de la Chambre des représentants. Il était bien habillé, il présentait bien jusqu'à ce qu'on discute avec lui. Il conduisait une petite décapotable de luxe grise. Il fréquentait le milieu politique. Il y avait une cruauté chez lui, mais qui ne se voyait pas en surface. Henry Vance est les yeux et les oreilles d'Andrew Thornton au bureau du gouverneur. Mais en public, il choisit d'afficher une image irréprochable. On le voit rarement avec son complice et il fait bien. Au printemps 1977, Lexington est en effervescence. Des rumeurs sur Andrew Thornton circulent. Il y est question de chantage, de contrebande et plus inquiétant encore de la disparition d'une jeune femme. Melanie Flynn, 24 ans, était la petite amie de Bill Cannon, un ancien collègue d'Andrew à l'unité antidrogue de Lexington et membre de la compagnie. Un jour, elle a quitté le bureau pour une réunion de famille. Elle a pris la route principale. C'est la dernière fois qu'elle a été vue. Les enquêteurs ont tout de suite envisagé la thèse d'un acte criminel. Elle aurait pu tomber sur des informations au sujet du trafic de drogue. Et de toute évidence, quelqu'un a cherché à l'éliminer. Melanie Flynn a passé beaucoup de temps avec Andrew Thornton et ses associés. C'est assez logique de penser qu'elle a pu entendre des choses qu'elle n'aurait pas dû. On n'a pas retrouvé le corps. J'imagine qu'elle en savait trop à propos des activités d'Andrew Thornton. Elle s'est tout simplement volatilisée, ce qui ne fait que renforcer la réputation d'Andrew Thornton. En 1978, Bradley Bryant se sent prêt à lancer la compagnie dans la cour des grands, en s'associant avec des barons internationaux de la drogue, Lee et Jimmy Chagra.
La famille Chagra était le fournisseur. Ils avaient des contacts directs avec les cartels colombiens, les trafiquants d'héroïne au Moyen-Orient. En gros, ils avaient la drogue. Et Bradley et Andrew avaient le système de distribution. Mais les Chagra font l'objet d'une enquête du FBI et Andrew Stanton ne veut pas que la compagnie en fasse les frais. C'est un des premiers sujets de friction entre Bradley Bryant et Andrew Stanton. Andrew ne voulait pas que Bradley laisse les Chagra intégrer leur organisation. Mais Bradley Bryant est déterminé. Et il finit par convaincre Andrew qu'un partenariat avec les Chagra est la clé pour étendre leur opération au-delà du Kentucky. Andrew s'est peut-être conformé au plan de Bradley, mais cela ne l'enchante pas de s'associer avec les frères Chagra. Très rapidement, leurs méthodes violentes vont commencer à diviser les membres de la compagnie, qui ne tardera pas à être traqués de toutes parts. À la fin de l'année 1978, Andrew Stanton et Bradley Bryant, maintenant associés aux frères Chagra, s'apprêtent à mener leur plus grande opération à ce jour. Faire passer par avion 10 tonnes de marijuana de première qualité depuis la Colombie jusqu'à Lexington. Les frères Chagra font l'objet d'une enquête fédérale depuis plus d'1 an. Les preuves contre eux s'accumulent. Andrew Stanton et Bradley Bryant savent que leurs associés de Las Vegas ont la réputation d'être sans pitié. Malgré ça, ils n'auraient pu prévoir la tournure des événements. Le 21 novembre 1978, des hommes armés ouvrent le feu sur James Kerr, le procureur chargé de l'enquête sur les frères Chagra, alors qu'il est dans sa voiture. Par miracle, il s'en sort indemne. Un mois plus tard, Lee Chagra est assassiné par balle dans son bureau par un agresseur inconnu. Ces attaques médiatisées ne font qu'amplifier la pression autour d'une opération de contrebande déjà risquée. Malgré les réticences d'Andrew Stanton, la compagnie décide de poursuivre ses plans. Le 10 janvier 1979, Andrew s'envole à bord d'un DC-4 pour les jungles sud-américaines. La nuit suivante, il retourne à Lexington avec 10 tonnes de marijuana d'une valeur de près de 2 millions de dollars. À l'aéroport, son équipe, sous les ordres d'un homme dénommé Mike Kelly, décharge la marchandise. Quelqu'un se charge ensuite de piloter l'avion jusqu'à un petit aérodrome aux alentours de Louisville, où il est abandonné. À l'époque, j'étais journaliste spécialisée dans les affaires policières. Et une nuit, j'ai entendu sur leur radio que les autorités fédérales avaient saisi un avion à l'aéroport de Louisville. L'appareil est enregistré au nom de Bradley Bryant. À l'intérieur, la police trouve des résidus de marijuana et elle confie le dossier à la DEA, l'administration américaine de lutte contre le trafic de drogue. Mais l'enquête tourne court. La police du Kentucky commence à soupçonner la DEA de protéger la compagnie. On était persuadé qu'Harold Brown, la personne en charge du bureau d'investigation au Kentucky, les protégeait. On a des notes de service de nos enquêteurs disant qu'à chaque fois qu'ils faisaient quelque chose, Harold Brown était derrière eux. Mais Harold Brown a réponse à tout. Il disait qu'Andrew Stanton était un informateur. Mais on se posait beaucoup de questions sur leur relation. Un mois après la saisie de l'avion, Jimmy Chagra est mis en examen pour trafic de drogue à El Paso. Le jour de l'ouverture de son procès, le juge John Wood est abattu d'une balle alors qu'il est sur le point de monter dans sa voiture. C'est devenu la plus grosse affaire criminelle aux États-Unis. Le FBI envoyait des téléx à chaque poste de police, à chaque administration du pays pour tenter de résoudre l'enquête. C'est purement sidérant. C'est la première fois en 100 ans qu'un juge fédéral est assassiné. L'escalade dans l'illégalité de l'organisation Chagra atteint un nouveau sommet et tous les regards commencent à se braquer sur leurs membres et leurs associés, la compagnie y compris. On recevait des informations sur tous les individus soupçonnés dans l'affaire.
Partout dans le pays, on suivait des pistes liées de près ou de loin aux Chagras. L'inquiétude d'Andrew Thornton apparaît maintenant justifiée. Après l'assassinat du juge, la paranoïa s'est installée. Andrew savait qu'il avait eu raison de ne pas vouloir s'associer avec les Chagras. Andrew rencontre Bradley pour lui dire qu'il est temps de rompre les liens avec l'organisation Chagras. Mais à la surprise d'Andrew, Bradley lui annonce que non seulement il ne veut pas mettre fin à leur partenariat, mais qu'en plus, il a l'intention de prendre le contrôle de tout leur réseau sud-américain. Pour Andrew, c'est la goutte qui fait déborder le vase. C'est là qu'a eu lieu la rupture. Andrew est parti de son côté et Bradley a créé sa propre entreprise de trafic de drogue. Bradley Bryant ne compte pas laisser le meurtre d'un juge fédéral se mettre en travers de son chemin. Il planifie sa plus audacieuse opération. Il a un cousin qui travaille à la base navale de China Lake, en Californie, et qui détient un haut niveau d'habilitation de sécurité. À la fin de l'été, il le convainc de voler du matériel de la base, dont des lunettes de vision nocturne et 1500 munitions. Il stocke une partie des armes dans un entrepôt de Lexington et s'envole avec le reste en Colombie, où il l'échange contre de la cocaïne. Il agit désormais seul, sans le soutien d'Andrew Thornton, et sans aucun contact avec Henry Vance, occupé au Capitole du Kentucky. Devenu assistant du président de la Chambre des représentants, Henry Vance est soucieux de protéger son image de fonctionnaire dévoué. Henry Vance faisait profil bas au travail. Il était au courant de toutes leurs activités, donc il avait beaucoup à perdre. Mais Henry Vance reste un personnage arrogant et impitoyable. Quand les choses commencent à mal tourner pour ses camarades, il va chercher à sauver sa peau par tous les moyens. La compagnie s'est scindée. Bradley Bryant fait désormais cavalier seul et prévoit de se faire des millions en échangeant des armes volées contre de la cocaïne. En janvier 1980, dans un hôtel de Philadelphie, une femme de chambre sent une odeur de marijuana provenant d'une chambre. Le directeur de l'hôtel appelle la police. La police de Philadelphie est arrivée en pensant trouver de simples fumeurs de hash. Mais quand elle est entrée dans la chambre, elle a compris que c'était quelque chose d'une plus grande ampleur. La police trouve un registre avec une liste de noms et de numéros de téléphone, un appareil pour brouiller les communications téléphoniques, 25 000 $ en espèces, des armes semi-automatiques et un contrat de location d'un entrepôt à Lexington. Elle découvre que la chambre d'hôtel a été payée au nom de Bradley Bryant. Ce dernier est introuvable, mais son opération commence à aller à volo. La police finit par retrouver sa trace à l'aéroport de Philadelphie, où il est arrêté alors qu'il tente d'embarquer sur un vol en direction d'Atlanta. Ce type, pendant des années, fait passer de la drogue et des armes depuis et vers l'Amérique du Sud sans se faire prendre. Et qu'est-ce qui a tout fait capoter? Une femme de chambre. Peut-être aurait-il dû être plus généreux dans ses pourboires. Les autorités de Philadelphie remettent le contrat de location de l'entrepôt à la police de Lexington. La police a fait une descente dans l'entrepôt avec l'ATF. Ils y ont trouvé le matériel qui venait de China Lake. À l'intérieur de l'entrepôt, ils trouvent un arsenal d'armes d'une valeur de 250 000 $, dont une mitrailleuse calibre 50 et 21 pistolets à impulsion électrique. Également, une lunette de vision nocturne. La police identifie qu'elle provient de la base navale de China Lake, en Californie. Bradley Bryant est poursuivi pour possession d'armes non déclarées, puis remis en liberté contre le versement d'une caution de 50 000 $. Son arrestation surprend toute la ville. Mais que se passait-il sous notre nez sans qu'on le sache? C'était un vrai choc. Si un truc de ce genre pouvait arriver à Lexington, qu'est-ce que c'était dans le reste du monde? Au début, les gens n'y croyaient pas. Ils se disaient qu'ils ne devaient pas vraiment être impliqués là-dedans, qu'il devait s'agir de quelqu'un d'autre dans un autre pays. Le procès de Bradley Bryant s'ouvre au printemps de l'année 1980. Les preuves contre lui semblent accablantes. 3 semaines plus tard,
le jury prononce son verdict. Il a été acquitté. Tout le monde était stupéfait par le verdict, même le juge. Incroyable. La police trouve un entrepôt rempli d'armes et le jury ne condamne pas Bradley Bryant. Mais ce dernier ne va pas tarder à donner aux agents fédéraux ce qu'ils recherchent. En mai 1981, il est pris en flagrant délit dans l'Illinois alors qu'il tente de vendre 350 kilos de marijuana à des agents infiltrés de la DEA. Arrêté et placé en garde à vue, il se voit mis en examen par l'État de Californie pour possession de matériel volé à China Lake, association de malfaiteurs et trafic de marijuana. C'étaient des trafiquants de drogue. Ils volaient du matériel pour l'échanger contre de la drogue. Bradley Bryant plaide coupable et est condamné à une peine de 15 ans de prison. Sally Denton, correspondante pour une chaîne de télévision de Lexington, couvre l'affaire. Quand je suis arrivée à Lexington et que j'ai commencé à enquêter un peu sur l'affaire, j'ai été surprise par le peu d'informations disponibles et surtout par le peu d'intérêt que l'affaire suscitait. In their zeal to get Bryant, authorities have also been turning up the heat on many of his known and alleged associates, including a number of men from central Kentucky. En raison de l'enquête sur Bradley Bryant, Andrew Thornton fait également l'objet de poursuites judiciaires pour association de malfaiteurs, importation et trafic de marijuana. Mais l'ancien policier ne supporte pas l'idée d'être écroué et refuse de laisser un procès décider de son sort. À la fin de l'été 1981, il disparaît. Mais l'affaire s'emballe. The Philadelphia investigation of Bradley Bryant quickly mushroomed as evidence of his involvement with the company surfaced. The infamous paramilitary narcotics group is said to be the largest guns for drugs network ever to be uncovered in the U.S. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, il y avait une nouvelle révélation sur ce trafic international de drogue et d'armes. On se disait, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Et si? Le piège se resserre de plus en plus, ce qui n'est pas pour rassurer Henry Vance. Il a de bonnes raisons d'avoir peur. Un de ses compères à la compagnie, au courant de ses liens avec Andrew Thornton et Bradley Bryant, est dans le pétrin. Il s'appelle Mike Kelly. Lui aussi a grandi à Lexington. Il était l'expert en électronique de la compagnie et il a déchargé la cargaison de marijuana lors de l'opération de janvier 1979. Mike Kelly était détenu dans une prison de Floride et il risquait une peine très lourde s'il était reconnu coupable d'importation de marijuana. Henry Vance redoutait que Mike passe un accord avec le procureur et crache le morceau sur toutes leurs activités. Le procureur Eugene Berry fait pression sur Mike Kelly pour qu'il révèle le nom de ses complices. Henry Vance a une solution, mais elle nécessite la participation de l'épouse de Mike, Bonnie. Henry a convaincu Bonnie Kelly de se rendre en Floride et de tuer le procureur. Il lui a fourni l'arme du crime et lui a expliqué où et comment tirer sur le procureur. Il lui a dit quoi faire avec l'arme, l'a aidé à préparer un alibi. Il a monté toute l'opération du début à la fin. Elle s'est déguisée. Elle est allée en voiture jusque chez Eugene Berry. C'était le soir. Il regardait la télé avec sa femme. Il a ouvert la porte et elle a tiré sur lui. Le procureur gît au sol, dans une mare de sang. Bonnie Kelly prend la fuite et jette l'arme qu'Henry Vance lui a donnée dans un canal. Elle l'a appelé pour lui dire que c'était fait. Henry Vance prépare même un alibi pour Bonnie. Si on lui demande, elle pourrait dire que Bonnie et lui s'étaient vus la nuit où le procureur a été tué en Floride. Henry Vance, qui est toujours retombé sur ses pieds, se dit qu'ils n'ont aucun souci à se faire. Il se trompe. Les enquêteurs de Floride ont commencé par chercher les personnes qui avaient un intérêt à tuer M. Berry. Ils se sont d'abord penchés sur les associés de Mike Kelly, et ça les a menés à Andrew Thornton et Henry Vance. Ils se sont tout de suite concentrés sur Bonnie Kelly. En creusant bien, cela ne leur a pas pris longtemps de la faire arrêter.
Bonnie Kelly est reconnue coupable du meurtre de Eugene Barry et condamnée à l'emprisonnement à perpétuité. Malgré tout, elle refuse de lâcher quelque information que ce soit sur la compagnie ou sur Henry Vance. Henry Vance et les autres opéraient dans le Kentucky, mais leur influence s'étendait au-delà. On attendait que se présente l'occasion de mener une opération constructive. Mais c'était très frustrant de voir qu'ils s'en tiraient. Henry Vance pense qu'il est à l'abri des agents fédéraux. Et Andrew Stanton croit qu'il a été plus malin qu'eux. Depuis 1981, il vole de planque en planque sur le territoire américain. Mais la chance va bientôt tourner. Andrew Stanton, poursuivi pour trafic de drogue, est recherché par la justice. Pendant 6 mois, il réussit à lui échapper en parcourant le pays à bord de son petit avion bimoteur. Mais en janvier 1982, des douaniers interceptent une de ses transmissions radio. La police le cueille dans un aérodrome de Caroline du Nord alors qu'il est en train de faire la révision de son avion. En juin, il est condamné pour association de malfaiteurs et importation de marijuana. Mais sa peine est dérisoire. Il écope de 6 mois de prison avec remise de peine pour bon comportement. Il a fait 5 mois sur les 6 dont il a écopé. Son rapide passage par la case prison ne lui sert pas vraiment de leçon. Au contraire, il profite de cet emprisonnement pour organiser les plus grosses opérations de sa vie. Pour lui, la prison ne représente qu'une pause dans son emploi du temps surchargé. À sa sortie de prison, il a repris le trafic de drogue. C'est là qu'il a commencé à se faire des contacts en Amérique du Sud. Mais les autorités n'ont aucune preuve leur permettant d'affirmer qu'il continue ses activités illicites. Et pendant un moment, elles l'oublient. Jusqu'en 1985, lorsque le FBI reçoit une information. Il était impliqué dans un trafic de cocaïne. À partir des infos de notre indique, on a ouvert un dossier. Il a approché un cartel de cocaïne colombien. Il avait une quantité illimitée de cocaïne qu'il pouvait faire entrer aux États-Unis. Il était devenu quelqu'un d'encore plus important qu'avant. Au cours des mois suivants, Andrew Stanton planifie son opération. Mais il ignore que les services fédéraux le surveillent. À la mi-septembre, il pilote un avion en direction de l'Amérique du Sud. Certains disaient qu'il comptait arrêter après ce vol, que c'était sa dernière opération. Andrew décolle de Lexington à bord de son avion bimoteur pour la Colombie. Il le charge avec près de 100 kilos de cocaïne d'une valeur de 37 millions de dollars. Puis il prend le chemin du retour, pensant qu'il ne risque plus rien. Mais en réalité, les agents fédéraux sont à ses trousses. Il savait qu'il le traquait. Andrew Stanton panique. Pour éviter l'arrestation, il décide d'abandonner l'avion, mais il tient à sauver la cargaison. Il passe en mode pilotage automatique et commence à jeter les sacs de paquetage remplis de cocaïne. Il attache le dernier sac de 35 kilos sur lui, met son parachute et saute de l'avion comme il l'a déjà fait un millier de fois auparavant. Son corps est découvert le lendemain matin dans le Tennessee. Ma première réaction a été la surprise. C'était quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Comment avait-il pu échouer? Puis on a tous commencé à se poser des questions. A-t-il été percuté par une partie de l'appareil? Était-il inconscient? Est-ce le parachute qui n'a pas fonctionné? Personne n'a jamais su ce qui n'avait pas fonctionné lors du dernier saut d'Andrew Stanton. Mais une chose est claire. En 1985, plus personne n'avait de doute concernant les activités illégales d'Andrew Stanton. Il était tombé du ciel avec 35 kilos de cocaïne sur lui. Andrew Stanton est maintenant mort. Bradley Bryant est en prison. La compagnie n'existe plus. Mais pour Henry Vance, le dernier membre du trio, l'histoire n'est pas encore terminée.
Décembre 1986. Bonnie Kelly est en prison pour le meurtre de Eugene Barry. L'agent du FBI, Jim Huggins, soupçonne Henry Vance d'avoir commandité cet assassinat et d'avoir fourni l'arme du crime. Le délai de prescription de 5 ans se termine dans quelques semaines. Henry Vance, sous son masque de fonctionnaire dévoué, pourrait bien s'en tirer. L'agent spécial Huggins sait qu'il a encore un moyen de le traduire en justice. Bonnie Kelly avait refusé de parler à quiconque en Floride. Alors, je suis allé la voir avec un autre agent et on l'a convaincue de nous parler. Comme elle l'a dit plus tard, c'était pour elle un moyen de faire face à son acte. En janvier 1987, Bonnie Kelly témoigne devant un jury que c'est Henry Vance qui a échafaudé tout le meurtre et qu'il lui a donné l'arme pour tuer le procureur. Son témoignage suffit à entamer une procédure judiciaire à l'encontre d'Henry Vance. Mais l'agent Huggins a besoin de l'arme. C'est la pièce à conviction. Or, Bonnie Kelly l'a jetée dans un canal 5 ans plus tôt. Avec l'aide de Bonnie Kelly, nous sommes partis à la recherche de l'arme du crime. Elle nous a emmenés au canal où elle pensait l'avoir jetée la nuit du meurtre. On a loué les services d'un employé d'une casse. Il est venu avec son électroaimant sur les lieux. À la première plongée de l'appareil, on l'a trouvé. C'était extraordinaire de réussir à trouver l'arme 5 ans après. Henry Vance est reconnu coupable en octobre 1987 et condamné à 15 ans de prison. Malgré ce verdict, ses liens avec des personnages haut placés demeurent. De nombreuses personnalités influentes du Kentucky, l'ancien gouverneur y compris, ont écrit des lettres au juge implorant sa clémence avec Henry Vance, clamant que c'était un pilier pour la communauté, un homme extraordinaire. Mais c'est un criminel sans pitié qui a organisé le meurtre d'un procureur. À la prononciation de la condamnation d'Henry Vance, l'identité des membres de la compagnie est révélée. Le juge fédéral a cité chacun d'entre eux, Andrew Thornton, Henry Vance, et il a ajouté « Qui se ressemble s'assemble ». Vous avez perpétré ces crimes pendant des années. Voilà où vos relations vous ont mené. Le plus dangereux dans toute cette affaire de Lexington, c'est que les gens censés protéger la population n'ont pas fait leur travail. Pour conclure, je voudrais dire qu'on a affaire là à un groupe de personnes très privilégiées qui auraient pu avoir tout ce qu'elles voulaient, devenir ce qu'elles voulaient. Elles auraient pu réussir dans la vie et rendre heureux leur entourage. Mais ces hommes ont choisi une autre route et ce choix a engendré beaucoup de tristesse et de destruction. Bradley Bryant et Henry Vance ont purgé leur peine de prison. La fortune d'Andrew Thornton, trafiquant de drogue et d'armes internationales, se chiffrait à seulement 82 000 $ à sa mort. Il a légué le gros de sa fortune à Henry Vance. C'était Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis.